Alors d'abord, je voulais vous présenter un petit peu mon champ de recherche, mon domaine de recherche qui est la didactique des langues, pour contextualiser un petit peu ce que c'est. La didactique des langues et cultures, ça peut paraître un petit peu flou entre linguistique, sciences du langage, etc. Pour faire simple, j'ai créé cette petite marguerite pour vous expliquer un petit peu que la didactique des langues et cultures, elle prend sa source à la fois dans une expertise sur le langage, donc sur la langue, que ce soit au niveau de la pragmatique, de la linguistique, la phonétique, la phonologie, ou la sociolinguistique, mais pas seulement sur la langue, aussi sur tout ce qui va être lié à l'apprentissage des langues. On peut penser à l'utilisation des outils numériques, à l'interculturalité, à la pédagogie, l'andragogie, ou encore la psychologie. Donc, tous ces petits domaines de recherche se retrouvent et nourrissent la didactique des langues et cultures, qui se pose une question finalement, qui est de comment favoriser l'apprentissage des langues étrangères. Donc, vous l'aurez compris, la didactique des langues et cultures, moi je suis doctorant en sciences du langage, mais en réalité, elle vient se nourrir de plein d'autres disciplines, comme les sciences de l'éducation, les sciences psychologiques ou les sciences sociales, humaines et de la communication. Donc finalement, avec cette petite introduction, je voulais vous montrer que enseigner une langue étrangère, c'est pas seulement être expert de la langue, mais ça requiert un certain nombre d'autres compétences variées et issues de disciplines d'autant plus variées. La question que je vais vous poser dans cette petite présentation et que je me pose en général dans ma thèse, c'est pendant leur formation à l'université, comment aider les enseignants de langues étrangères à développer leurs compétences et finalement à en faire des super profs au final. Donc moi je me concentre vraiment sur les étudiants qui sont en formation à devenir enseignants de langues étrangères, que ce soit de français ou d'anglais à l'université. Pour aujourd'hui, cette question, je peux la décliner un petit peu. Est-ce qu'on pourrait aider les enseignants, les futurs enseignants, à développer leurs compétences grâce à des interactions? Cette question principale-là, je vais la décliner en trois sous-questions, puisqu'on pourrait identifier différents types d'interactions auxquelles les enseignants-enseignantes, futurs enseignants-enseignantes, peuvent être confrontés. Que ce soit des interactions avec des apprenants, donc avec des élèves, des interactions avec elles ou eux-mêmes, ou des interactions avec d'autres étudiants ou étudiantes. Donc aujourd'hui, je vais essayer de me concentrer sur ces trois questions-là, et je vais directement répondre à la première, qui porte moins sur mon sujet de recherche. Grâce à des interactions avec des apprenantes, la question, on peut y répondre assez facilement par oui, dans le sens où si l'on considère l'apprentissage selon une perspective actionnelle, c'est-à-dire qu'on apprend en faisant, plus classiquement, et on articule théorie et pratique, finalement, agir et apprendre, c'est un cercle vertueux qui s'entrecroise et on apprend en agissant. Donc, entrer en interaction avec des apprenantes ou avec des élèves pour des futurs enseignants pendant leur cursus à l'université, nécessairement, ça leur permet de développer des compétences, que ce soit en stage ou, comme vous verrez, dans d'autres types de dispositifs. Justement, moi, les dispositifs auxquels je m'intéresse donc, sont concentrés sur le français langue étrangère, donc l'enseignement du français auprès de publics non francophones. Donc d'un côté, j'ai le public qui m'intéresse moi, des étudiantes, enseignantes à l'université Clermont-Auvergne, en cursus de Master 1 et de Master 2 français langue étrangère, qui sont mis en relation avec des apprenantes d'universités partenaires étrangères, donc italiennes, espagnoles, danoises et taïwanaises. Donc ce sont tous des apprenants qui visent à apprendre le français dans leur université partenaire. Comment sont mis en relation ces deux publics? À travers des cours en ligne qui durent pendant un semestre, qui sont à la fois synchrones, c'est-à-dire en direct, en visioconférence via Teams, mais aussi asynchrones via des plateformes télécollaboratives en ligne, que ce soit Padlet ou eClass, qui est un petit peu le Moodle taïwanais. Et donc, au cours de ce semestre, les étudiants enseignantes, ils sont amenés à organiser des échanges virtuels entre les deux parties, à concevoir les cours en ligne, à animer les cours en ligne et à évaluer les apprenantes.
Donc, ils sont amenés à mobiliser tout un tas de compétences qui leur seront nécessaires pour le futur. Donc, c'est là où on a une perspective actionnelle de l'apprentissage. Ils apprennent à devenir profs en se testant à travers des situations professionnelles authentiques. Puisque finalement, en formation des enseignants de langues étrangères, l'un des grands enjeux pour les formateurs et formatrices, c'est de permettre une évolution, des évolutions du répertoire didactique des enseignants. Alors le répertoire didactique, c'est pas un catalogue, c'est vraiment quelque chose qui serait plutôt intériorisé par les enseignants, qui se constitue, pour faire simple, d'un côté de savoir, de savoir-faire, de savoir-être pédagogique, donc des compétences, des connaissances et des aptitudes personnelles liées à la pédagogie, qui se recroisent avec des croyances ou des représentations sur ce qu'est le métier d'enseignant et sur ce qu'est être enseignant en fait, de langues étrangères. Donc ce répertoire didactique, l'objectif c'est de le faire évoluer, de le modeler, de le construire au fur et à mesure de la formation. Donc ça passe à la fois par la formation, mais aussi par les expériences, donc la mise en situation authentique que je vous ai présentée juste avant. Et moi, là où ça va m'intéresser, c'est que cette évolution du répertoire didactique, peut aussi prendre source dans des réflexions portant justement sur cette formation ou sur ces expériences. Puisque l'objectif, c'est de développer les compétences en réfléchissant sur la formation et sur les expériences qu'on a eues. Et c'est là où intervient la deuxième question, est-ce qu'on pourrait aider les futurs enseignants à développer leurs compétences en les faisant interagir avec eux-mêmes? En fait, c'est tout l'enjeu de la réflexivité, qui est la notion centrale de mon travail, qui, pour faire simple, l'objectif, c'est de réfléchir à ses actions pour s'améliorer. Cette réflexivité, on peut la définir un petit peu comme un cycle. C'est-à-dire qu'on va partir de l'action, donc la mise en situation authentique que je vous ai présentée, puis on va pouvoir demander aux étudiants de réfléchir sur ce qui s'est passé, donc de porter un regard rétrospectif sur les pratiques et sur les compétences qu'ils ont mobilisées pendant leur mise en situation, et puis les amener à se projeter vers de futures séances d'enseignement, par exemple, à partir des retours rétrospectifs qu'ils ont eus sur leur pratique. Vous m'entendez? Donc voilà un petit peu ce cycle réflexif qui part de l'action, passe par la rétrospection, coule vers la projection et qui est perpétuel. C'est un cycle perpétuel et qui s'adapte à plein d'autres situations, pas que seulement au développement des compétences d'enseignement. Pour aller un petit peu plus dans le détail de ce cycle réflexif, certains auteurs ont identifié des processus, qu'on va appeler des processus réflexifs, dans les discours des étudiants enseignants. Puisque finalement, pour moi, c'est assez difficile de capter les réflexions des étudiants enseignants pendant qu'ils sont en train de donner un cours, c'est-à-dire dans l'action. À l'université, on va plutôt les amener à écrire ou à interagir à l'oral pour qu'ils produisent des discours réflexifs. Dans ces discours réflexifs, on peut identifier différents processus réflexifs. Alors, les auteurs que je vous ai mis en bas ici déclinent ces processus réflexifs en niveaux qui ne sont pas à entendre de manière hiérarchique, en fait. Ce ne sont pas des niveaux hiérarchiques, mais vraiment qui s'articulent entre eux. C'est plutôt des niveaux cycliques. Donc, au niveau rétrospectif, on pourrait penser à un étudiant enseignant qui décrit des situations ou des pratiques d'enseignement, qui identifie des points forts ou des problèmes dans ces pratiques, qui ensuite, en passant au niveau 2, pourrait légitimer, dire pourquoi il a agi comme ça, intentionnaliser ces pratiques, ou les évaluer, pour ensuite glisser vers la projection à partir de ces constats, et envisager des alternatives
ou des améliorations à ces pratiques afin de développer ses compétences ou reproduire des pratiques qu'il aurait perçues comme efficaces, qui auraient bien marché. Finalement, à l'université, c'est surtout ces discours réflexifs, la production de ces discours réflexifs, sont encouragés par des activités réflexives qui passent surtout par l'écrit, dans la plupart des dispositifs de formation des enseignants. Pour vous montrer un petit peu et rendre un petit peu plus concret cette mise en discours, je vais vous proposer un petit extrait du coup d'une séance en visioconférence sur laquelle ensuite l'étudiant, donc Hibiscus qui est en haut, va réfléchir. C'est un court extrait, donc, il donne une consigne, c'est la dernière séance avec sa tutorée. Des paroles de rap françaises. Donc, je les ai notées là sur l'écran et j'ai noté des vers de poésie ou des citations de Victor Hugo. Okay. Donc, Victor Hugo à droite et rap à gauche. Je veux que tu essaies déjà de lire la phrase de vers que tu vois et essayer de deviner d'où ça vient. Est-ce que c'est Victor Hugo qui l'a dit ou est-ce que ça vient de. Est-ce que la citation vient du rap d'aujourd'hui? Et une fois que tu as lu, une fois que tu as l'histoire, j'aimerais que tu essaies de deviner de quoi est-ce que ça parle, de quoi est-ce que la citation parle, et de me dire qu'est-ce qui t'a fait deviner qu'il s'agit d'une parole de rap ou d'une citation de Victor Hugo. Est-ce que c'est le thème abordé? Est-ce que c'est le niveau de langage? Tout ce que tu veux. Est-ce que tu as compris? Ouais. Okay. Voilà pour la consigne d'Hibiscus, qui est anonymisée, bien sûr. Et alors, qu'est-ce que dit Hibiscus après, une fois qu'il a réfléchi sur ses consignes? Pendant le dispositif, les étudiants enseignants avaient à remplir un journal de bord après chacune de leurs séances d'enseignement en visioconférence. Après cette séance-là, voilà ce que nous dit Hibiscus à propos justement de cette consigne. Même si la consigne de la tâche 1, lire la citation, dire s'il s'agit d'une parole de rap ou un vers de Victor Hugo, dire ce que l'apprenante comprend de la citation et comment a-t-elle conjecturé qu'il s'agissait de poésie ou de rap, était longue et complexe, cela n'a pas posé de problème. Donc on voit dans ce petit extrait que Hibiscus, il décrit sa consigne, premier processus réflexif, il l'évalue, il dit que ça n'a pas posé de problème, mais il identifie quand même des points faibles. Elle était longue et complexe pour l'apprenante. Ce qui est intéressant ensuite, c'est qu'à la fin du semestre, on va les pousser à faire une synthèse réflexive qui porte du coup sur leur évolution des compétences sur l'ensemble du semestre et où ils sont amenés à s'auto-confronter, c'est-à-dire à regarder leurs propres vidéos, leur propre enregistrement Teams pour essayer de déceler d'autres choses. Et voilà ce qu'il nous dit après visionnage de l'enregistrement de la séance. À l'avenir, pour éviter une telle situation, alors une telle situation, c'était, il parlait d'hésitation dans sa consigne, je devrais réfléchir davantage à ces consignes orales, les formuler préalablement dans ma tête et surtout de m'efforcer à les rendre plus concises et donc plus intelligibles. On voit que juste après la séance, il a bien mobilisé des processus rétrospectif, il est bien revenu en arrière sur sa pratique, mais il n'avait pas passé le cap encore de la projection, en fait. Alors qu'après visionnage de la séance, on voit bien dans ce petit extrait qu'il se projette vers l'avenir et vers de futures pratiques. Et donc pour nous, en tant que chercheurs et formateurs d'enseignants, c'est aussi des indices d'évolution du répertoire didactique, finalement, et de développement des compétences. Cependant, Hibiscus est un cas un petit peu particulier, puisqu'il y a un gros problème qu'on peut repérer chez les étudiants enseignants par rapport à cette pratique réflexive, c'est justement cette tendance à se projeter et ce qu'on va appeler à adopter une posture de volonté transformatrice, c'est-à-dire de vouloir transformer ces pratiques. Puisque tous les étudiants ne sont pas comme Hibiscus et
proposent des solutions pour améliorer leur pratique. En général, ce qu'on retrouve dans les analyses d'autres auteurs et que j'ai pu faire dans le cadre de ma thèse, c'est que les étudiants enseignants n'ont pas vraiment de problème pour décrire leur pratique, identifier certains points forts ou évaluer. En revanche, dès qu'il faut passer à la projection vers de futures pratiques et envisager des alternatives, là, on retrouve très très peu de processus projectifs dans les discours réflexifs des étudiants enseignants. Ce qui amène, et notamment dans le cadre de mes analyses, ce que j'ai pu remarquer, c'est que, puisque j'ai mis ça en parallèle en fait, avec les consignes qui ont été données aux étudiants enseignants par rapport au guidage réflexif qui leur est donné, les consignes données par les formatrices. Et ce que j'ai remarqué, c'est quand il y a absence de guidage projectif, justement dans les consignes, là, il y a très très peu de projection dans les discours réflexifs des étudiants enseignants. Donc, pour conclure sur cette question, grâce à des interactions avec soi-même, je dirais oui, mais on peut développer les compétences, aider les futurs enseignants à développer leurs compétences grâce à des interactions avec eux-mêmes. Oui, car ça permet de remettre en question leur pratique et de donner du sens à leur pratique. Mais en fonction des étudiants, il n'y a pas toujours de réelle volonté transformatrice et de réflexion vers futures pratiques. Et c'est là où une première conclusion, c'est l'importance en fait du guidage réflexif et des consignes données par les formateurs et les formatrices d'enseignants. Maintenant que vous en savez un petit peu plus sur ce qu'est la réflexivité, j'aimerais vous proposer une petite expérience. Alors, je ne vais pas vous demander de réfléchir sur une position d'enseignant, parce que je ne sais pas si vous êtes tous ou toutes enseignants, enseignantes dans cette salle, mais plutôt sur votre expérience d'apprenant, apprenante de langues étrangères. Donc j'aimerais que vous replongiez dans vos souvenirs d'apprentissage de langues étrangères un petit peu. Je vais vous proposer une petite situation avec une question. Donc le but ce sera de trouver des solutions, des alternatives. Et je vais vous laisser une quinzaine de secondes pour y réfléchir et essayer de dénombrer le nombre de solutions que vous pourriez trouver à cette situation. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes? Oui. Donc voilà la situation que je vous propose. Vous êtes apprenante, vous êtes des apprenants motivés en langue étrangère, mais vous avez beaucoup de mal à retenir le vocabulaire, le nouveau vocabulaire que vous apprenez pendant les cours. À votre avis, pourquoi? Mais surtout, question la plus importante, quelle solution vous pourriez proposer pour mieux retenir le vocabulaire? Je vous laisse une quinzaine de secondes pour maturer tout ça. De manière individuelle, s'il vous plaît. Ok. Alors, j'aimerais qu'à doigt levé, combien de solutions vous avez en tête? Ok, 2, 1, 2, 4. Vous apprenez. Ok, très bien. Très bien. Maintenant, je vais vous relaisser un petit temps, mais le but, c'est que vous discutiez à plusieurs. Ok? Et que, à la fin, voilà, je vais vous laisser, pareil, une quinzaine, vingtaine de secondes, et que vous me disiez par groupe combien vous avez trouvé de solutions. C'est parti. Ok. Oui, c'était court. C'est vrai qu'à plusieurs, on parle plus. Pareil, à doigt levé, combien avez-vous de solutions? 4. Toujours 2? 5 par ici. 5. Ok, merci de... Donc ça, c'est un petit peu en fait l'enjeu de mes recherches. C'est de voir, je vous ai dit que la plupart des consignes et des activités réflexives
qui étaient données aux enseignants qui apprennent le métier étaient faites à l'écrit et de manière individuelle. Et en fait, c'est là où ma question se pose, est-ce que, grâce à des interactions avec d'autres étudiantes, est-ce que ça ne peut pas encore plus favoriser l'évolution du répertoire didactique et le développement des compétences? Ce sont encore des hypothèses, bon, un tout petit peu confirmées par cette petite expérience, mais l'idée c'est ça, c'est de penser que la confrontation en fait croisée des pratiques entre les étudiants enseignants puisse amener d'une part à l'identification de points forts ou de problèmes différents en fonction des points de vue. Par exemple, si je repense à la consigne d'Hibiscus, lui il s'était focalisé sur son débit oral et sur sa structure de phrase qui était complexe. Mais par contre, il n'a pas identifié des points forts, comme par exemple sa gestion des gestes. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans la petite vignette, mais il faisait beaucoup de gestes pour expliquer sa consigne. Ça, c'est un point fort qu'il n'a pas vraiment remarqué. Et puis, du coup, est-ce que la confrontation croisée des pratiques pourrait amener à une plus grande variété d'alternatives qui seraient proposées pour remédier à des pratiques problématiques ou améliorer des pratiques qui seraient déjà efficaces? Tout ça pour viser finalement une co-évolution des répertoires didactiques et un co-développement des compétences entre les pairs étudiants, futurs enseignants. Même si c'est toujours à prendre un petit peu avec des pincettes, ce caractère collectif des réflexions. Parce que comme on a pu voir dans le petit court-métrage d'avant, suivre la masse, ça n'aide pas toujours au bon. Quelques références, et je vous remercie.